Hello, c'est Sacha sur La Fougue Podcast et aujourd'hui on va interviewer Joseph Najm qui est le fondateur de Wonder, une start-up de boissons énergisantes saines, également un ex-étudiant dans un master d'entrepreneuriat à Louvain-la-Neuve et finalement aujourd'hui un manager au Cercle de Wallonie. Petit disclaimer, le début de l'interview a été légèrement coupé les 30 premières secondes. Joseph nous parlait de sa première expérience entrepreneuriale avec ses parents. Mais voilà, vous n'avez rien raté et maintenant, allons dans le cœur de l'action. Et donc ça, c'est mon premier rapport. Tout simplement, voir travailler sans compter les heures et voir effectivement que le travail paye. Okay. Et que la passion paye aussi, évidemment. Et donc ça, c'est mon premier rapport, ce qui m'a mené en fait en réto, du coup, il y a plus ou moins 7 ans, on va dire, où mon premier rapport à l'entrepreneuriat, ça a été la mini-entreprise, la tout SG, début, ouais. Le tout début, tu as vraiment compris ce fait qu'on peut investir 1 heure de travail et pas être payé directement Ah par ouais, celle-ci. clairement, où c'est même pas forcément rentabilisé, où on peut perdre quelques milliers d'euros parce que t'as un petit con qui fait de la merde, c'est même pas ta propre volonté, quoi, donc ça reste, je veux dire, j'ai très vite compris qu'effectivement l'entrepreneuriat c'est pas forcément parce que tu fais des erreurs que ça marche pas, c'est aussi parce que les autres, je veux dire les parties prenantes t'empêchent d'aller de l'avant, mais en fait au final j'ai toujours appris et toujours vu que faut pas rester sur une défaite, mais relève-toi, apprends, remets-toi en question et on continue. Bien souvent, dans bien de projets, le problème, c'est pas le business model, l'idée qui décape. Bien souvent, c'est quand même l'humain qui est problématique. Oui, c'est l'équipe aussi. Donc, c'est clair. De manière générale, c'est ce que je dis souvent, hein, parce que les gens, quand ils me demandent des petits conseils entrepreneuriaux, je sais même pas pourquoi ils me demandent, mais ils sont étonnés quand je leur dis qu'en fait, va d'abord choisir une bonne équipe et puis choisir un projet. Parce qu'au final, les gens vont investir dans une équipe, ils ne vont pas investir dans un projet. Et ça, il faut bien garder ça à l'esprit, que c'est l'équipe qui fait tout le projet, et ce n'est pas l'inverse. Ok. Et tu trouves que c'est un peu, la plupart du temps, c'est un peu fait à la va-vite dans le projet au début, de se dire, vas-y, je vais faire avec un tel le projet, mais qu'au final, c'est pas assez bien réfléchi? Je pense que, je sais pas voir, mais j'ai l'impression autour de moi que les gens ils se disent, oui, mais en fait c'est mon ami, du coup j'ai envie de le faire avec lui. Non, vois d'abord comment il travaille, vois sa manière de réfléchir. Est-ce que vous avez la même vision ou pas? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous voulez répondre aux mêmes problématiques? Et donc je pense que ce sont des questions à répondre avant de mener n'importe quel projet avec son pote, ce qui est très très bien, hein. Mais il faut être conscient et il faut savoir dans quoi tu t'embarques, parce qu'en fait c'est comme si tu mettais ton pote et toi dans une barque avec un trou au milieu. Et en fait, tu essaies de traverser l'Atlantique, quoi. Et que pendant cette traversée, tu construis ton bateau tant bien que mal, mais faut pas que vous ayez les mêmes compétences, faut pas que vous ayez les mêmes, je veux dire, le même caractère, forcément. Faut que vous soyez complémentaires, il faut qu'il y en ait un qui sache réparer le bateau et que l'autre puisse le naviguer. Mais en tout cas, il faut que vous soyez d'accord sur la même direction et qui est l'aide traversée, tout simplement. Et tu trouves de manière générale dans son cercle d'amis, on a souvent des amis qui sont complémentaires ou... Ah oui, toujours, mais je pense que j'ai envie de dire que les contraires s'attirent, mais aussi dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc tout simplement en apprenant en apprenant avec qui tu es, avec qui tu traînes et avec qui tu fréquentes, tu sais avec qui tu peux travailler ou pas, et puis après tu déclines ça en disant ok, est-ce qu'on peut vraiment travailler ensemble au final, et donc voilà. Après, les similarités s'attirent aussi, hein. Il y a cette citation qui dit qu'on a un mix des 5 personnes qu'on fréquente le plus, donc je pense que d'une certaine manière... Non, c'est clair, et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une personne qui te comprend, qui te ressemble aussi, en effet, parce qu'il va te comprendre. Pour avoir la même vision aussi, ça aide. Clairement, c'est d'où est-ce que tu as les mêmes valeurs, est-ce que tu as la même vision, est-ce que vous voulez résoudre la même problématique. On va tous les deux traverser l'Atlantique. Ouais, c'est ça. Putain, quoi. Mais c'est à ce moment que tu vois en fait effectivement les similitudes et les complémentarités où, par exemple, imaginons la personne A est une personne qui fonce énormément et la personne B est une personne qui se pose un peu plus et qui va réfléchir, quoi. Par exemple, dans mon travail, mon ami Jonas, avec qui je suis très bon ami,
lui, c'est une personne qui fait pas forcément confiance à quelqu'un facilement, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je veux dire, plutôt naïf ou qui va croire à l'espèce humaine, tu vois. Ce qui est, en fait, foncièrement parlant, c'est idiot de croire ça, tu vois. Mais d'un autre côté, ça a du positif parce que je donne la chance à tout le monde. Après, contrairement à mon ami Jonas qui va me dire fais attention à celui-là, fais attention à celui-là, fais attention à celui-là. Mais après, je lui dis mais attends, gros, calme-toi un peu parce que ce gars, il est chill. Vous trouvez le juste milieu ensemble. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, c'est un bête exemple qui fait que en fait au final on s'apporte du positif alors qu'on est complémentaire, alors qu'on est différent sur ce point de vue là, mais c'est la complémentarité. C'est ça aussi qui fait une force. Voilà. Ok. Et pour continuer, on a fait une parenthèse qui s'est avérée assez longue finalement. Mais du coup tu nous parlais de la réto. Oui, alors fun fact, je voulais faire médecine de base. Et disons que... L'influence des parents, quoi. Bof, je veux dire, d'un côté oui, d'un côté non. T'inquiète, ils écouteront pas, tu peux le dire. Bref, en vrai, non, ça va. Mon père a toujours été très chill à ce niveau-là. Mais il aurait bien voulu que je fasse médecine, ça, on va pas se mentir. mais c'est clair qu'effectivement, en fait, voilà, pour mettre les idées en place, un ami m'a dit une fois, ouais, moi je te vois pas trop en médecine, je te vois plus en business. Je dis, ah ok, d'accord, ok, cool. Et en fait, on a eu l'occasion de faire un TFE, donc travail de fin d'études ici en Réto, et on avait le choix entre plusieurs options. Et on avait le choix aussi de faire en mini-entreprise, donc LJE. Et en fait, il s'avérait que les autres... Tu peux un peu expliquer le concept? En gros, on crée une mini-entreprise pendant 6 mois et après, elle n'existe plus. Donc, t'as 17-18 ans et tu construis un business de A à Z. Et c'est génial, quoi. Et ça s'est fait par choix dans ton cours? C'était quelque chose qui n'était pas imposé? C'était pas du tout imposé, mais en fait, je l'ai choisi parce que ou bien c'était une question de recherche, c'était genre 30 pages, ou bien c'était un stage, ou un stage d'observation, ou bien c'était ce truc, c'était mini-entreprise où je m'amusais à vendre et à construire un projet et écrire 5 pages de mon expérience. Donc le choix a été très vite fait. La question est vite répondue. Ah oui, c'est vraiment quoi. Donc je me suis dit, je préfère écrire 5 pages sur mon vécu que 30 pages sur une question que je m'en bats les couilles et voir un mec et faire un stage où je sais pas ce qu'il va m'apporter. Et en fait, au final, ça a été 1000 fois gagnant parce que déjà, j'ai adoré. Okay. On a fait un bracelet décapsuleur en impression 3D. Donc, je te parle de ça, on est en 2015, tu vois. Donc, c'est-à-dire que la 3D n'était pas développée en impression 3D. On a trouvé un petit magasin local à Nivelles qui avait des imprimantes 3D. Je suis rentré, j'ai fait salut, mini-entreprise, on va faire un partenariat avec vous. Il a fait ok. Trop chaud le gars. on veut des prix et tout. Il a dit ok, nickel, c'est parfait. Et donc j'ai même modélisé du coup le premier prototype entre guillemets. Et bon, évidemment. Donc là, premier point entrepreneuriat, si je peux me permettre, tu as dû apprendre à modéliser. Du coup. Ah oui, apprentissage par soi-même. Ah oui, c'était n'importe quoi. Mais je veux dire, j'ai fait de la grosse merde. Donc le mec, il a repris ce que j'ai fait, le modèle, et il l'a retravaillé. Il l'a retravaillé pour que ce soit correct, évidemment, tu vois. Mais je veux dire, c'est idiot, mais t'as à peine 17 ans, et genre, moi je me retrouve devant, je me rappelle Google SketchUp, comme ça s'appelait à l'époque. Et je modélisais un truc, j'étais en train de mesurer, faire un truc un peu scientifique, et ça marchait en fait, c'était ça qui est fou. Et pour la prise en main de ce premier matériel que tu connaissais pas, t'as dû vraiment aller chercher les ressources par toi-même, une qualité un peu entrepreneuriale? Qu'est-ce que tu entends par là en fait? D'aller apprendre à apprendre d'une certaine manière, les outils que tu as besoin ça à la réalisation. En fait, tu vois, je me suis pas dit merde, je connais pas, comment je vais faire. Je me suis dit je connais pas, j'apprends. De manière générale, tu penses que c'est plus inné ou c'est quelque chose à apprendre dans sa vie, cette démarche d'apprendre à apprendre les choses, d'aller chercher les solutions? Je pense que c'est une question de caractère aussi, dans le sens où c'est pas mauvais, hein, c'est juste une question de personnalité. Les gens sont comme ça, ou ils le sont ou ils le sont pas. Mais ou bien quand tu te retrouves face à un mur, ou bien tu restes devant le mur et tu attends qu'il tombe, ou bien tu prends le marteau et tu lui pètes la gueule, quoi, tu vois. Donc t'as deux types de personnes et il faut tout pour en faire un monde, tu vois. Donc moi, visiblement, il s'avère avec le temps que j'ai compris que j'étais plus le mec qui va même parfois creuser dans le sol pour passer derrière. Il veut passer, le gars. Je veux dire, c'est ça, je veux passer, donc on va pas m'arrêter, donc voilà. Mais oui, donc être autodidacte,
c'est pas Didacte. Merci. Voilà. C'est pas non plus être face à un mur à chaque fois, faut pas le voir comme ça. C'est aimer aussi à apprendre, être curieux. Donc, et ça aussi, c'est une question je veux dire, c'est un trait de personnalité qui se travaille aussi. Être curieux, vouloir apprendre des autres et de plein d'autres sujets et le faire naturellement, ça c'est quelque chose qui se travaille évidemment. Est-ce que tu penses que l'éducation a un rôle quand même assez présent là-dedans, si les parents sont la plupart du temps là, débrouille-toi quand tu as un problème? Ah oui, non, c'est même donner l'envie d'apprendre. Je pense que ça fait partie de l'éducation que les parents doivent donner ou devraient donner. Enfin, il n'y a pas de jugement évidemment, mais ça vient aussi de l'éducation, c'est clair. Après, il y a des gens, ils sont naturellement curieux, ils sont naturellement, je veux dire, résilients, qui font que quand il y a un problème qui se profile devant eux, ils trouvent une solution pour l'abattre et basta. Donc à partir de ce moment, je veux dire, une chose mène à une autre dans ce projet qu'on développe avec des gens de ma classe, super sympa. On a fait 300 ventes de ce bracelet-là, va savoir pourquoi. Parce que, franchement, les gars, on les arnaquait, je veux dire, c'était fou. Mais j'ai compris qu'en fait, à ce moment, je vendais plutôt bien. Je le réalise de plus en plus et ça s'est confirmé. En fait, il y avait le congrès Mine Entreprise où là, les jurés passent chacun à son tour. Et je me souviendrai toujours où, en fait, les 2 fois où ils sont passés à un stand, c'était 2 fois où j'étais là parce qu'on faisait une tournante. La première fois, soit c'était des données financières, je les avais pas. La deuxième fois, le mec, il me dit « Ok, je vais te parler en anglais ou en néerlandais, tu choisis ta langue et on va jouer un peu, on va faire un roleplay de je suis le client et toi, tu es le vendeur. » Moi, je sais que mon pote à côté, il est monolingue, il parle que français, tu vois. Donc, je savais que c'était pour ma pomme. Du coup, je lui dis, bon, vas-y en anglais, avec mon anglais pourrave de l'époque, c'était horrible. Soit, il veut m'acheter 200 bracelets, il veut une réduction, je lui sors un chiffre éclaté, une remise éclatée, nulle comme tout. Je lui dis, ouais, je te donne 16 bracelets gratuits, c'est rien, tu vois. Il est pas content et je le vois et le réflexe que j'ai en tant que bon Libanais, c'est si tu veux, on peut négocier, tu vois. tu vois, c'est simple. En fait, au final, pour moi, ça me semblait logique dans le sens où je négocie tout le temps, tu vois. Depuis que je suis petit, je négocie, je vois mes parents négocier. Enfin, tu vois, ça fait tu négocies avec tes parents? Oui, surtout avec mon père, ma mère, tout le temps. Et du coup, le mec, visiblement, on dirait que je lui ai donné le Saint Graal parce que j'ai vu ses yeux s'écarquiller, il était content. Je lui ai dit, ok, nickel, j'ai bien répondu, Okay. Ça va, c'est cool, tu vois. Et en fait, plus tard, quand l'annonce des prix, le prix du meilleur vendeur est attribué à nous. Okay. Et donc, du coup, trop content et tout, on reçoit le prix, nanana, et en fait, ce type, il vient près de moi après, on discute un peu, et après, il me fait, en tout cas, franchement, bravo pour ta réponse de négociation, c'est très commercial, non, c'est très très bien pensé, nickel et tout. Et puis, il me fait, ok, mais franchement, continue dans ce domaine, t'es fait pour ça. Ouais, gros. Ce gars, c'est un gars de la BNP, tout ce que tu veux. Donc, c'était pas, moi, à mon époque, c'était pas n'importe qui, tu vois. C'est un banquier qui est dans une belle, la première banque de Belgique, en tout cas, et qui s'y connaît, en tout cas, dans l'entrepreneuriat, s'il est juré, tu vois. Grosse dose de motivation à ce moment-là. J'étais sur le cul. Confiance en soi. J'étais sur le cul, surtout. J'étais en mode, putain, en fait, on m'a reconnu à 17 ans comme un mec qui était fait pour ce domaine-là. Et aujourd'hui, il a raison. Voilà. Donc, un bon vendeur de tapis. Voilà, tu vois, vraiment quoi. Donc, et voilà, donc j'ai pris des études d'ingénierie de gestion, j'ai fait ma vie. En relation avec ça? Ouais, en fait, là, en fait, ça a été Okay. Je veux dire, ça a été un déclencheur quoi. Donc, parce que déjà, il y avait tous les éléments qui ont fait que j'ai adoré l'entrepreneuriat et le business. Et parce que voilà, j'ai pu avoir cette expérience-là, lui qui me confirme cette expérience, et du coup, j'ai dit à tout le monde, je vais faire ingénieur de gestion parce que c'est la meilleure formation universitaire pour faire du business. Et du coup, voilà, je suis rentré à l'UCL et j'ai fait ingé de gestion, puis après CPME, qui m'a encore confirmé que je voulais faire entrepreneuriat. Le passage de la fin de ton bachelier en ingénieur de gestion au master CPME, c'est fait un peu comment dans tes idées? Très naturellement et soudainement, je veux dire. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'au début, je voulais faire data analytics, enfin, en tout cas, business, data science, data science, un truc comme ça, tu vois. Je voulais aller dans l'analyse des données parce que j'adorais les statistiques. J'adore les statistiques. D'accord, okay. Et je me suis dit, et le data, c'est l'avenir au final. Donc voilà. Et en fait, après, je sais plus, il y a un pote qui en fait faisait ce master à l'époque. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Donc c'était créer un projet de A à Z.
le pousser à fond et en fait le lancer. Et donc j'ai postulé au final, et en me rendant compte que j'ai toujours baigné dans l'entrepreneuriat, où j'ai longtemps fait partie de l'AIESEC, où j'étais toujours en contact avec des PME où je l'ai rencontré pour leur vendre le service AIESEC. Donc l'AIESEC a un club étudiant où tu as pu trouver quelques responsabilités, où tu t'es un peu identifié à l'entrepreneuriat là-dedans. Exactement, où j'étais dans le département vente, où il fallait contacter des entreprises. Toujours dans la vente. Toujours dans la vente. On peut négocier, t'as dit à tout le monde. Oui. Et donc ouais, voilà, donc j'ai toujours eu ce contact avec les PME, les entrepreneurs et enfin vraiment ce monde en fait d'entreprise. Et je le réalise qu'en bac 3, où je me dis mais en fait c'est ces PME que je veux faire parce que ça coule de source au final. Et une fois arrivé en CPME... Donc la ISEC n'a fait qu'un peu confirmer ce que tu aimais. Ouais, clairement. Mais plus tard, en fait, au final. Donc ça m'a fait grandir, ça m'a fait réaliser certaines choses, en bac 3 en tout cas. Et ouais, voilà. Ok. Comment s'est déroulé le début de CPME ? T'as direct apprécié, t'as direct été dans le bain, l'entourage que t'avais au niveau du groupe CPME, tu t'es senti directement à l'aise là-dedans ? Ah oui, mais après je suis une personne qui est très sociable, de manière générale. On t'aurait mis n'importe où, ça serait bien. Ouais, tu mets au désert, je me fais pote avec le cactus, tu vois, on devient meilleur pote. Tu vois, donc c'est une amie qui m'a sorti cette vanne-là une fois, donc j'ai big up. Tu lui donnes les crédits là. Ouais, je lui donne les crédits évidemment. Non, je suis une personne qui s'intègre très rapidement dans un groupe et va savoir pourquoi à chaque fois que je suis dans un groupe, tout le monde s'entend bien. Okay. Donc je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est les autres, ou je sais pas si c'est juste la chance, mais en tout cas, ça a toujours été le cas. Et peut-être on peut aller sur un deuxième aspect entrepreneurial, peut-être on peut partir sur un deuxième aspect entrepreneurial qui peut être le fait que d'aller vers les gens, ne pas avoir de problème vis-à-vis de ça. Ah oui. Rentrer facilement ça, comme tu disais, je peux en parler plus tard quand je parle vraiment de Wonder, spoiler alert. Et donc ouais, non, au niveau de l'ambiance, directement, tous devenus une famille en fait. Clairement, je trouve facilement ma place, même de manière générale les autres aussi. Et oui, une chose mène à une autre. Je rencontre mes coéquipiers de 2 ans, donc Armand, Louis et Nastasia, où on va mener step by step ce projet de Wonder. Et, maintenant que tu en parles, vas-y, hein, tu peux introduire le projet. Alors, c'est une boisson énergisante à base de produits naturels et qui aide à la concentration. Alors, un projet qui a été mené à bien durant ces 2 ans de master, qui continue, a priori, en tout cas, voilà, sans moi et sans Nastasia. On pourra revenir plus tard sur les raisons de ça, mais évidemment. Du coup, à ce moment-là, j'avais une petite question au niveau de la création de l'équipe. Était-elle imposée ou c'était... Non, on l'a choisi. Donc, si tu veux, on a choisi clairement par affinité, par valeur, on a fait attention à nos valeurs et on les a mis en lien pour faire ressortir ce projet. On avait tous un attrait à la nourriture, à la nutrition et à la santé. Et donc, s'est posé la problématique des boissons énergisantes qui peuvent être trop sucrées, trop de produits chimiques, qui n'aident pas à la concentration, qui dégradent ton corps. Et en fait, on a tous les produits, tous les éléments autour de nous dans la nature pour nous aider à avoir les mêmes effets. En plus que ce soit bon, pour que ça marche et pour que ce soit bien pour tout le monde, quoi. Donc on s'est dit ok, on va lancer ce genre de projet qui est Wonder, donc le souhait en fait, j'espère avoir ce genre de boisson. Et donc ouais, voilà, c'est... Une certaine complémentarité a été faite dans l'équipe. Tu parlais de complémentarité des champs d'action et de ce que les gens sont familiers avec. Là c'était beaucoup de complémentarité niveau compétences. Donc c'était une équipe interdisciplinaire où Armand c'est un ingénieur biomédical, Nastasia une juriste, Louis en sciences éco et puis moi-même en ingénieur de gestion. Donc déjà d'un point de vue capacité et compétences, on était assez complémentaires et même Louis et moi, même si on vient de la même filière, on était très complémentaires. Lui très porté sur la finance, moi personnellement très porté sur tout ce qui est plutôt stratégie et vente, marketing. Donc c'était et lui aussi stratégie évidemment, tout le monde était dans la stratégie, on va le dire, et tout le monde avait son caractère qui faisait que en fait
on arrivait à se coordonner et à aller de l'avant tous ensemble et que ça marche bien. Alors, je sais pas, je savais pas vous dire. Bah non, mais je pense que de plus en plus, et même dans de plus en plus de grosses sociétés, lors de l'établissement des équipes, on met un regard de plus en plus minutieux à la composition des équipes en fonction des caractères de chacun. Il y a même des tests qui existent, je sais pas si tu connais le MBTI par exemple. Ah oui, évidemment. Mais ça par contre, c'est pas un test qui va définir si on te prend ou pas dans une entreprise. Non, bien sûr, c'est pas du tout fait pour ça, c'est pas pour du juste tout. définir... Il n'y a pas une personnalité qui est meilleure qu'une autre. Évidemment, parce que on parle d'une personne, donc chaque personne est unique et c'est tout, à fait, comme elle est. Mais alors, à l'intérieur d'une équipe, ça peut avoir une certaine complémentarité en fonction de la personnalité dans laquelle on est. Tu vas peut-être rigoler, mais on avait quasiment tous le même MBTI. Ok. Donc, ça aide, oui, mais c'est pas non plus le point à regarder. Tu vois. D'accord. Plus B de ce que je disais tout à l'heure. Alors, mais de toute façon, ça, les gars, que vous fassiez de l'entrepreneuriat ou pas, là je parle carrément à l'auditeur, même à toi, Sacha, etc. Vous sortez avec un diplôme. Ok, par exemple, voilà. Moi, quand je cherchais un job, je sors avec un diplôme d'ingé de gestion. Alors, je sais pas combien sont sortis aussi avec ce diplôme lors de ma promotion, mais tout le monde sort avec le même diplôme que moi. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le mec à ma gauche, le mec à ma droite et moi? Le mec, il s'en fout. On a fait les mêmes études, on a eu les mêmes cours, on les a tous réussis comme les deux types qui sont à ma gauche et à ma droite. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la personnalité, tes soft skills. Et en fait, ce que tu vas développer en toi qui va te rendre unique, qui va te rendre compétent et qui va permettre à l'employeur de dire mais en fait, c'est avec toi que je veux travailler. Tu vois? Et je dis l'employeur, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous voulez monter un projet. Donc c'est avec toi que je veux travailler parce que tu as une fibre sociale, tu as une fibre sentimentale, tu comprends ce qu'on te raconte, etc. Et j'aime ta façon de travailler. Tandis que on va pas te dire, en fait, tu es ingénieur de gestion, tu as des compétences. Certes, c'est bien, des ingénieurs de gestion, tu vas en trouver de plus en plus. Des gens en psycho, tu vas en trouver. Tu vois. Mais est-ce que tu vas trouver quelqu'un en psycho qui sait travailler comme toi tu aimes et avec qui tu as une complémentarité? Là, c'est différent. Non, je te rejoins là-dessus. De plus en plus, le diplôme perd un peu de sa valeur par grand nombre. Crédibilité même. Moi, c'est mon avis personnel. Donc, ça reste important. Non, mais je pense que ton avis est partagé. Tu vois, c'est plus l'époque d'il y a 50 ans où le diplôme était la valeur du prestige, de l'élite de la société. Là, il y a plus à apporter vu que ça devient de plus en plus généralisé. Donc ça, je te rejoins évidemment là-dessus. Clairement. Ok, du coup, une bonne complémentarité de l'équipe. Oui, tout à fait. On diverge encore. Du coup, cette complémentarité, qu'est-ce qu'elle a apporté dans le projet? Enfin, raconte un peu l'avancée de ce projet. L'avancée de ce projet, donc en termes de quoi tu veux, quel détail tu veux? De Wonder, quelles ont été les étapes, les premières étapes du projet? Donc, tu as voulu faire une boisson énergisante, comment tu as fait peut-être dans les gens qui écoutent? Il y a aussi de l'ambition. D'accord, parce que c'est une question tellement vague que je peux parler pendant 3 jours, non-stop. Donc, on va essayer d'être court. Alors, tu me dis si je vais trop long sur certains détails, j'ai pas de souci. Alors, en gros, tout commence par un brainstorming où en fait, faut aussi savoir qu'il faut pas s'arrêter sur une idée déjà de base parce qu'en fait, on se dit c'est celle la meilleure. Vous allez arriver avec une première idée, les gars. Nous, on est arrivé avec des jus qui, qu'on prend en fonction de la journée et qui donnent un effet différents. Donc, par exemple, pour le workout, oh putain, j'ai fait un accent de merde. Le workout, voilà, on assume. C'est comme ça que tu parlais à l'époque des mini-entreprises aux gars. Non, workout. Donc, non, ça va. Donc, non, par exemple, un jus pour le workout à 16h, un jus pour dormir, un jus pour étudier, un jus pour se relaxer, etc., etc. Et puis, en fait, au fil des brainstorming, ça se décline vu qu'il y a plein d'idées qui ressortent, etc. Et bien en fait, tu as boisson énergisante, puis après, il y a une vraie problématique parce que je suis une personne qui déteste les boissons énergisantes de manière générale parce que ça me dégoûte. Je dis oui, mais en fait, boisson énergisante à ce moment, pas de produits chimiques, pas de sucre. En fait, let's go pour le challenge, quoi. Et en fait, c'est un peu arrivé comme ça au fil des discussions, que ce soit entre nous ou bien avec des gens de l'extérieur. Donc en fait, déjà, tu as l'étape de brainstorming qui est super important et qui va permettre d'élaborer ton projet. Et ton idée numéro A,
en fait, va arriver à Z au moment où tu vas développer ton projet. Et en développant ton projet, vu qu'il n'y a plus de l'art de l'alphabet, tu passes à l'alphabet grec. Et donc, du coup, tu refais le tour et après... Pour bien montrer que l'idée est dynamique, quoi. Oui, clairement, en pas fait, quelque chose de figé. c'est ça. En fait, il faut être flexible parce que l'idée va changer 1000 fois. Et en fonction de quoi, si tu peux un peu énumérer en fait... les retours de... par exemple... Pourquoi à un moment tu te dis on fait un jus et le lendemain tu te dis on fait une boisson énergisante? C'est quoi les facteurs qui ont fait que vous avez pivoté? La niche, les marchés, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de solution là, à l'heure actuelle à ce niveau-là, ou bien très peu de solutions, pas assez de solutions, donc on s'est dit il y a quelque chose il y a quelque chose à faire, à jouer, il y a une carte à jouer dessus. Donc on se dit let's go, on y va, puis après quand on va tester, quand on va interviewer des gens, des personnes dans le domaine, on se rend compte de certaines difficultés, que certaines de nos idées sont peut-être un peu trop optimistes et utopistes, donc changeons-les, mettons-les un peu plus réalistes, et un peu en tâtonnement où on fait des études de marché, où ok, on voit qu'effectivement sur ce point-là on s'y attendait pas, mais on voit que les personnes sont beaucoup plus je veux dire, friandes de... tel goût, par exemple. Moi, je trouve que le mot étude de marché fait direct travail titanesque de manager de société. Mais enfin, voilà, si tu peux décrire un peu quelle a été l'étude de marché, parce que j'ai l'impression que c'est un mot qui est généralement pris en mode waouh, c'est trop dur à faire, il faut un background de business. Alors, première étude de marché, elle était, je veux dire, très mal réalisée d'un point de vue avec beaucoup de recul, on va dire. On a fait 1 million de questions comme ça. On posait des questions un peu en tâtonnement pour voir comment les gens appréciaient ou pas. Donc, en rapport avec ton projet, si tu peux c'est ça, 2 ou 3 questions. Genre du sucre, quel est le goût de votre boisson préférée Enfin, quelle est votre boisson préférée, tu vois. Donc, par exemple, on a eu beaucoup de bière, tu vois. Ouais. Donc, c'est compliqué de faire tu vois, voilà, c'est compliqué à ce moment, ou café, donc je me vois mal faire une boisson énergisante à la place de café, tu vois. Donc avec du recul, tu dirais que les questions que vous avez posées n'étaient pas efficaces parce que... Pas forcément efficaces, ou beaucoup trop en tout cas ouvertes. Qui font qu'on a eu des textes immenses parfois où les gens donnaient trop leur avis. Bon, après tu vas me dire c'est le but d'une étude de marché, mais parfois faut mettre un cadre qui fait que tu ne donnes ton avis que sur ma question, pas sur ton opinion, tu vois. Donc même si c'est important d'avoir l'opinion des gens, mais là c'est d'autres études, c'est pas une étude quantitative, c'est une étude qualitative. Et là c'est des interviews que tu fais, c'est pas des études de marché, parce qu'après le truc c'est que tu dois analyser toutes ces données là. Donc ça veut dire tu prends pas que ton week-end, ça, tu vois. Et du coup vu qu'en plus on est 4 personnes qui ont un réseau, en tout cas assez, je veux dire, engagé. Donc c'est à dire qu'on a eu 550 réponses. Et du coup, vu que c'est moi qui me chargeais de toute cette partie-là, j'ai dû analyser les données, les textes en fait, de toutes ces personnes-là. Et de mieux diriger un peu les réponses, ça t'aurait fait gagner beaucoup de temps. Oui, c'est ça. En fait, une bonne étude de marché, c'est simple. C'est, à mes yeux, 4-5 questions. En tout cas, maximum 3 minutes de réponse. Maximum 3-5 minutes. Quelques questions où on peut mesurer, donc de 1 à 7, ou de 0 à 7, je sais pas, en tout cas un nombre pair pour pas que la personne puisse mettre un milieu, se mettre en position neutre. S'il est vraiment nécessaire d'avoir une réponse qualitative, donc avec du texte, avec une opinion, avec un argumentaire, allez voir les gens. C'est la meilleure façon, et donc allez voir les gens, dites-leur ok, vous en pensez quoi de ça? Être bien connecté à son marché, pas seulement rester dans sa chambre. Allez tester votre marché, s'il vous plaît. C'est vraiment, en fait, s'il vous plaît, retenez cette phrase. Il vaut mieux sortir une idée à 80% bonne qu'à 20% et que à 100% bonne. Donc 80%, sortir quelque chose, quoi. Sortez quelque chose 80% bonne et qu'à 20% c'est de la merde, sortez-la. Et puis vous allez adapter votre merde après, tu vois. Et peut-être que même pendant cette 80%, c'est peut-être de la merde aussi, tu vois. Et vous allez vous adapter. Moi, on apprend, quoi. Et vous apprenez, vous allez adapter, vous allez mieux comprendre votre marché. Pour revenir là-dessus et donner un petit cas théorique de la méthodologie la plus enseignée maintenant dans les incubateurs, c'est la méthodologie Lean, le fait de produire quelque chose, produire une feature. Ensuite, à partir de celle-ci, la proposer aux gens et de pouvoir avoir des feedbacks là-dessus. Et après, donc, c'est vraiment build, measure, learn et faire tourner cette feedback loop le plus vite possible pour vraiment pas perdre son temps et être connecté au marché. Donc, pas proposer réfléchir dans son coin pendant des mois à des features, des choses, alors qu'on n'a aucun recul là-dessus de ce que les gens pourront penser. Oui, clairement, mais vraiment toujours garder ça en tête. Et tu vois, ça, l'erreur que... En fait,
c'est très pathologique. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui font des études d'ingénieur civil, s'il vous plaît, arrêtez de perfectionner un produit. Ça sert à rien. Allez le tester. Écoutez votre pote qui fait commerce. Je sais que les ingénieurs de gestion ne sont pas forcément des vrais ingénieurs. Mais il y a business, tu vois. Donc, mais même en cours, je pense pas que c'est quelque chose qui est forcément très bien enseigné non plus. Non, c'est pas enseigné du tout. En fait, il y a aussi un problème ici en Belgique ou dans les pays occidentaux, je vais dire, pas dans les pays anglo-saxons, parce que c'est totalement le contraire. En fait, surtout en Belgique et France, surtout, où l'échec est considéré comme mauvais, comme c'est la honte. En fait. La honte, t'es une merde, t'as raté, tu vois. Non, c'est génial, j'ai appris, tu vois. Et pour vraiment mettre en valeur ce que tu viens de dire par rapport aux pays anglo-saxons, il y a une citation aux États-Unis qui dit qu'il faut échouer 7 fois, faire 7 fois faillite avant de réussir. Voir directement le. C'est peut-être l'extrême opposé là, j'avoue. Mais... Voilà, mais je crois que c'est pour faire comprendre qu'en effet, on va autant aller. Tomber et relevez-vous, vous allez comprendre comment... On ne perd jamais, soit on réussit, on gagne, soit on apprend pour la fois d'après. Oui, c'est ça, c'est tout. Tu vois. Donc, c'est toujours un apprentissage. Et la vie, qu'est-ce qu'une vie sans apprentissage ? Qu'est-ce qu'une vie sans échec ? Qu'est-ce qu'une vie sans amélioration ? On s'ennuie, quoi. Enfin, à moins que vous voulez avoir votre petit salaire tous les mois, rester au même poste pour toute votre vie et que votre vie tourne comme une routine et que ce soit à chaque fois les mêmes journées, les gars, arrêtez ce podcast, quoi, tu vois. Mais je veux dire, il n'y a pas de souci avec ça, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de jugement, mais voilà, Après, je pense que c'est pas non plus quelque chose d'inné. Non, je sais. C'est quelque chose, je pense, aussi à travailler au fur et à mesure des années, le fait de toujours prendre le recul de ce qu'on a fait pour en prendre les apprentissages, quoi. Et je trouve que les conseils qu'on applique à l'entrepreneuriat et aux startups, le fait de toujours apprendre de nos erreurs, c'est aussi des belles leçons pour notre développement personnel. Ah oui, mais c'est ça au final, c'est une question de caractère et de maturité aussi. On peut gérer une entreprise comme ça, personne. Mais tu vois, c'est drôle, j'en parlais la dernière fois. Ton entreprise, c'est ton être, c'est toi, ça te colle à la peau, c'est ta personnalité, parce que tu l'as créée. Tu l'as créée, elle est sortie de ton ventre, de tes tripes, tu vois. Et tu continues de la développer, mais de tes tripes. Parce que si tu la développes pas de tes tripes, bon, déjà, pose-toi des questions, tu vois, parce que c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais aussi, c'est comme ton gosse, donc tu y tiens tellement et tu as tellement mis d'énergie dessus qu'elle fait partie en fait de ton univers et de ton être, tu vois. Et donc, en développant ton entreprise, en ratant avec ton entreprise, en fait, tu rates avec... comme je le dis, mais tu te développes avec. Tu vois, tu prends... En fait, j'ai jamais autant appris sur ces 2 dernières années en ayant mis sur pied une start-up en même temps que mon master que toute ma vie, quoi. Donc j'ai énormément grandi, j'ai énormément évolué, pris en maturité et pris en connaissance et en confiance en moi aussi. Mon Dieu, quoi, c'est fou. C'est fou, Des périodes difficiles pendant ce lancement de Wonder, ces 2 années-là. Toujours, inévitablement, tu vois. Il y a eu des moments extrêmement beaux et des moments évidemment très difficiles. Je pense à un moment donné où Nastasia était partie en Erasmus. Elle n'avait pas le temps de travailler sur le projet, donc évidemment c'est normal. Louis qui recherchait son stage, donc je pouvais pas le laisser, je pouvais pas lui dire t'occupe pas de ton stage. Pourquoi il y a un chien d'ailleurs? Je suis désolé. Il y a un chien sur le podcast, on est pas seulement 2. Et du coup Louis qui cherchait un stage et donc je pouvais pas, il a dit bonjour, putain. Il a dit bonjour au podcast, dites-lui bonjour les gars. Est-ce que tu vas couper certains trucs ou pas? Pas du tout, regardez le chien. Seigneur. Et du coup, Louis qui cherchait un stage, donc je pouvais pas non plus lui dire t'es mignon avec ton stage, mais la start-up, non, il devait chercher son stage. Donc, tu t'es retrouvé un peu quasiment tout seul. Alors, et c'est ça, et Armand, de son côté, il avait énormément de choses à faire pour l'UNIF. Donc à ce moment, moi je me suis retrouvé seul, j'ai pris beaucoup sur moi, et je veux dire, ça a été difficile parce que je devais prendre des décisions qui ne devaient pas se prendre tout seul. Du coup, j'attendais, je devais attendre les autres, c'était super lent. Et c'était compliqué, quoi. C'était très compliqué en termes de charge de travail, en termes de collaboration avec les autres aussi. Mais voilà, après, c'est des discussions qu'on a entre nous, on s'arrange, on en parle, et puis ça va, tu vois. Mais ça a été mieux par la suite, évidemment, parce que
Nasta est revenu, Louis a trouvé un stage. Voilà, Tout est rentré dans l'ordre. C'était que temporaire, mais donc voilà, c'est compliqué. J'aimerais aussi aborder un peu l'idée de MVP que vous avez établi pour tester votre hypothèse. Donc MVP, c'est Minimum Viable Product. Donc ça revient à cette idée de feedback loop, qu'on va essayer d'avoir un lien le plus rapidement possible avec le marché pour pouvoir directement avoir des statistiques qui sont viables. C'est pas simplement notre idée, c'est le marché qui va répondre à ce qu'on a proposé. Donc Minimum Viable Product, on va essayer d'enlever le plus possible, le plus de features et simplement garder notre hypothèse centrale. Donc si tu peux un peu dire qu'est-ce que vous avez fait pour tester concrètement si votre boisson plaisait aux gens. Alors déjà on savait qu'il y avait un marché, il y avait un marché pour la boisson. Donc ça, on n'avait aucun doute à ce niveau-là, pardon. Et donc on savait que l'idée, le produit plaisait. Maintenant, il fallait le goûter. Alors une fois qu'on a eu le prototype, les gars, on va juste un peu plus détailler le prototype, comment vous l'avez créé. Alors on a été dans un laboratoire qui nous a fait effectivement la recette. Et en fait, si vous voulez, c'était on produit un concentré énergisant mélangé à de l'eau pétillante, fait la boisson. Okay. Et donc à partir de ce moment-là, on a produit tout simplement, je crois qu'on avait fait 5 litres, un truc du genre. Et ce qu'on a fait, en fait, on s'est posé la question de comment aller faire goûter cette boisson à un maximum de gens, en un minimum de temps, tout en étant sûr que ce soit notre target. Ok, pour apprendre le plus rapidement possible. Exactement, ouais. C'est en fait pour récolter la data, la meilleure data possible en très peu de temps, parce que ben, voilà, on est étudiant, parce qu'on veut faire ça bien et rapidement, et voilà, on ne veut pas non plus perdre 1000 ans dessus, tu vois. Ouais. Alors, ce qu'on a fait, c'était simple. Tu vois la récré, ils sont en fait la récré qui est une sandwicherie à Louvain-la-Neuve, à la place Agora, et il faut savoir que les gérants, donc même les anciens gérants en fait, maintenant actuellement, ils sont libanais. Le réseau libanais. Voilà, le réseau, la communauté libanaise. Il faut être libanais pour être entrepreneur. Fin de l'épisode. Non, faut avoir un réseau. Mais du coup, voilà. On peut revenir là-dessus même avant, ne pas hésiter à s'entourer aussi, d'aller chercher les choses par soi-même. Hein. Oui, non, clairement. Donc en fait, au final, mais c'est même avant même que je fasse une start-up, je m'entendais très bien avec les gérants parce que ils sont libanais, parce que la mère s'est fait opérer par mon père en plus, la gérante s'est fait opérer par mon père, j'ai donné le contact, enfin c'est bête hein, tu vois, mais je veux dire en plus de ça je connais ces gosses, on s'entend bien, donc c'est une question de réseau aussi, tu vois, donc et on entretient ce réseau. Ne pas hésiter à aller chercher dans son réseau pour aider son projet. Évidemment, on fait croquer les autres, tu vois ce que je veux dire. Quand tu te dis ok j'ai besoin de tel service et qu'il y a ton pote qui fait ce service, va chez lui, tu vois. Et d'office il sera content, il va te faire plaisir, il va encore mieux le faire, tu vois. Et aussi c'est important d'élaborer et de faire grandir son réseau quand tu n'es pas demandeur. Mais ça je pense qu'on peut en parler beaucoup plus loin par rapport au cercle de Wallonie. J'ai beaucoup de choses à se dire. Par rapport au réseau j'ai beaucoup de choses à dire. Mais du coup... Juste pour rebondir là-dessus, je trouve qu'on est dans une ère où on est un peu influencé par les films style Social Network, où tu sais, c'est le fondateur de Facebook qui avait celui qui a eu l'idée initiale, qui en a parlé à Mark Zuckerberg et qui a lancé le projet dans son dos. Et tu n'as jamais vu le film ? Non, j'avoue, j'ai plus le temps de regarder. Il est vieux, mais je trouve que beaucoup de gens ont cette idée de faut que j'en parle à personne de mon idée, on va me la voler. J'ai peur de ça. Qu'est-ce que tu aimerais rebondir les gens ont autre chose à foutre que de piquer vos idées, les gars. Dire franchement, si le mec ne fait rien, c'est parce qu'il veut rien faire. Si le mec est entrepreneur, tout ce que vous voulez, ça veut dire qu'il a sur autre chose à travailler, quoi. Donc votre projet, il va vous donner votre avis, il va donner son avis, il va vous aider, il va vous donner des contacts évidemment parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît un minimum, mais il a autre chose à faire que de travailler sur votre projet, vraiment. T'accorderais combien de pourcents à la réussite d'une entreprise de l'idée ? La réussite d'une entreprise par rapport à l'idée ? Ouais, tu donnerais combien de pourcents à l'idée ? À l'idée ? Je sais pas. Parce que j'ai l'impression que c'est très très largement surestimé. 25% peut-être. Ah, quand même. Parce que, comme j'ai dit, l'équipe, c'est la meilleure. Bête histoire. On diverge encore, mais vous allez voir. Hein. Tu vois Airbnb ? Ouais. C'est sympa, hein ? Ah ouais ? Ouais, en fait, dis-toi que personne ne voulait investir à l'époque. Okay. Tu sais pourquoi ? Parce que
à quel moment tu vas louer ta maison pour que tes inconnus viennent dormir chez toi? Tu vois le concept. Donc du coup, dans une époque où il n'y a pas encore cette notion d'ubérisation du marché, eh bien en fait, on ne connaissait pas ça. Et les gens, donc les fondateurs, étaient tellement sûrs de leur idée, ils ont fait, tu sais quoi, personne ne veut investir dans notre projet, on va chercher l'argent nous-mêmes. Alors à l'époque où c'était les élections américaines entre Obama et McCain, eh ben, ils ont fait des cornflakes. Tu vois, c'est con, hein. Ils ont fait une boîte de cornflakes, ils ont mis des cornflakes, ils ont vendu ça. Ils ont ramassé un paquet de thunes. Pour investir dans Airbnb. Oui, clairement. Ils ont juste mis de l'argent dans un point A pour que celui-là fructifie encore plus pour investir dans Airbnb. Parce que juste, eux croyaient à leur projet et eux, c'est des putains d'entrepreneurs et ils se donnent, ils vont de l'avant et l'équipe est malade. Et t'as un mec, t'as un investisseur, il a vu ça, il a fait... Je crois pas en votre projet, mais je crois en vous. Donc j'investis. Tu vois ? L'importance de l'équipe. Ouais. L'importance de l'équipe. Donc, ayez une idée aussi folle que vous voulez, mais construisez d'abord bien votre équipe. Ouais. Parce que sans une équipe solide, votre projet, il peut directement aller à la poubelle et voilà. Mais par contre, t'as une idée révolutionnaire, mais ton équipe, elle est éclatée. Ton idée, elle va jamais voir le jour. Ouais. C'est sûr. Tu vois, ça sert à rien. Donc, c'est pour ça que je mets 25% à l'idée, parce que c'est d'abord l'équipe, principalement l'équipe. À mes yeux, c'est ça. Après, peut-être que j'abuse un peu, mais c'est mon ressenti personnel. Et du coup, pour revenir à ta question initiale... 25% à l'équipe, tu dis 25% à l'idée. Non, 25% à l'idée. Ok, d'accord. C'est ça. Ok, vas-y. Voilà, je sais pas si on a fermé la parenthèse ou pas. Ouais, vas-y. Je trouve que le chiffre est quand même élevé. Parce que je trouve. Tu vois l'idée. En vrai, j'hésitais entre 30 et 20%, tu vois. Ok, j'aurais dit beaucoup moins, parce que comme tu as dit au début, tu vois, le jus devient une boisson énergisante. Et la boisson énergisante devient un concentré. Donc l'idée initiale, en vrai... Ah, tu parlais de l'idée initiale ? Ouais. Ah, rien. Tu l'oublies, ton idée initiale, quoi. Parce que même des gens... Tu vois, regarde, qu'est-ce qui fait la différence entre une idée à travailler et une idée initiale ? C'est le fait de le confronter, avoir du feedback et l'améliorer. Mais si tu as peur qu'on te vole ton idée et que tu n'en parles pas, celle-ci ne volera pas. Oui, d'accord. Ok, j'avais mal compris la question, alors. Mais oui, non, mais alors ton idée initiale, elle ne vaut rien, elle vaut même pas 1%, quoi. Enfin, tu vois, ton idée initiale, tu sais que tu vas la foutre à la poubelle directement, en fait. Elle va pivoter un certain nombre de fois. 1000 fois, ton idée ne ressemble plus à rien, quoi. Tu vois, moi, quand tu me parlais d'idée, je pensais à l'idée finale, en fait, au final. Tu vois. Oui, ok. Donc, d'où le... Oui, d'accord. 25%, tu vois. Donc, voilà. Mais du coup, donc je vais voir les gérants de la récré. Je leur dis, je leur explique le truc. Je veux en fait tester le produit chez eux pendant le temps de midi. De midi à 2, ils ont dit évidemment oui, tu fais ce que tu veux, prends tous les frigos que tu veux, il n'y a pas de souci, merci encore à eux. Et en fait, on a testé 100 personnes en 2 heures, quoi. Et qui ont répondu en tout cas. Et c'était génial, en fait, au final. Et donc, on a pu récolter des datas. Et là, c'était de l'analyse et on a pu confirmer que, 1, la boisson plaisait. Et que 2, les produits étaient bons en fait. Et qu'on était dans le bon, tout simplement. Et donc ça, on a ça fait du bien aussi. Clairement, tu vois, juste, c'est ça, on a juste dû faire une petite modification, mais pas plus. C'était rien de négatif. Donc on a pu effectivement s'adapter et aller de l'avant à ce niveau-là. C'est ce qui était génial. Donc voilà. Ok. Et à partir de ça, du coup, vous avez pu modifier certains feedbacks que vous avez reçus. Et à partir de ça, quelle a été l'étape suivante ? Alors l'étape suivante a été, on voulait faire tester effectivement les bienfaits de la boisson. Donc dans le cadre de notre mémoire, on a testé effectivement si ça aidait à la concentration ou pas, tant bien que mal. Et en même temps, on faisait une étude de marché parce qu'on s'était dit qu'on allait le faire sous forme de concentré. Donc les gens prennent le shot, l'ouvrent et le mettent dans un verre pour le diluer. À la suite de notre mini-étude de marché un peu informelle, c'est vrai que c'était une mauvaise idée. que de cette étape. Et encore une fois, on apprend et on pivote. Il n'y a aucune honte à ça. Clairement, et tant mieux en fait, on gagne du temps tout simplement. Parce que l'idée est venue, on s'est dit c'est nickel. C'est une fois qu'on l'a testé qu'on s'est dit mais en fait, c'est pas utile. Et donc du coup, on a repivoté en disant mais en fait, on va faire un shot énergisant. Et donc c'est là où est la différence de le format. Donc on est parti d'un jus à un shot. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc c'est vraiment ça. Donc au final, on s'était dit en fait, même boisson énergisante, un shot énergisant, enfin c'est aussi un monde de différence. Donc c'est d'autres compositions, d'autres cuisines, enfin soit. Mais du coup je sais pas, j'ai pas les mots. C'est impressionnant de voir à quel point le projet peut modifier et à quel point il faut savoir s'adapter.
et aller de l'avant et tester son marché pour pouvoir avancer correctement et proposer une proposition de valeur. Qui est intéressante au marché et pas pour nous, quoi. Ouais, parce que ça sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est pas toi c'est pas toi qui va payer tes boissons. c'est pas toi qui va rendre ton entreprise rentable, tu vois. C'est ça. Donc c'est. Je pense que de manière naturelle, on peut se sentir agressé suite à un feedback parce que ça touche directement notre personne vu que ça vient de notre idée, c'est un peu notre trip. Et comme tu l'as très bien dit, c'est aussi un travail aussi de savoir prendre le feedback pour avancer. Si tu sais pas accepter un feedback, en fait, il faut que tu apprennes à l'accepter. Ouais. Serre les dents, mors sur ta chic et note. Et au fur et à mesure, tu vas les prendre de mieux en mieux aussi. Oui, évidemment, déjà, parce que tu t'habitues et tu te rends compte que parfois les gens donnent leur avis, mais ils y connaissent rien. Après, c'est quand même un avis de consommateur, donc bon, c'est toujours intéressant de le prendre. Ouais. Prenez des avis constructifs. En fait, après, tu analyses, tu vois si l'avis est constructif, parce que dire c'est pas bon, ça m'aide pas, tu vois. Et dire c'est pas bon parce que ça, T'as déjà des feedbacks qui t'ont fait mal? Mal, non. Okay. Ou tu t'es senti un peu... Moi, ça me passe au-dessus, non, ça me passe au-dessus de la tête, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, parce que moi, ça m'intéresse pas, enfin, tu vois. En fait, tant qu'il est constructif, moi, je vois pas pourquoi je le prendrais mal. Même au tout début? Même au tout début. Mais moi, j'ai toujours été comme ça, en fait. Okay. Donc, dans le sens où, moi, dans ma tête, c'est tant qu'un feedback est constructif, j'ai aucune raison de mal le prendre. Tu vois. Si le feedback n'est pas constructif, vas-y, j'ai toujours aucune raison de mal le prendre parce qu'il change rien à ma vie, tu vois. On nous a insultés parce qu'on était fils à papa et tout, mais je me dis, mais le mec, il nous connaît pas, tu vois. Enfin, je dis, papa, il nous a rien fait, tu vois. Papa, il a rien donné, tu vois. Papa, il opère la gérante de la récré, c'est tout, tu vois. Ouais, vraiment, tu vois, c'est tout. Il opère d'autres jambes, quand même. Mais je veux dire, c'est... voilà, il y a des gens qui vont ne pas supporter, vous encourager, qui vont cracher dessus derrière un écran, qui vont... on s'en fout, les gars. Enfin, vraiment, prenez le feedback des gens qui... prenez leur feedback. Et allez le chercher aussi. Hein. Ouais, oui, évidemment, allez le chercher. C'est important. Un feedback qui est négatif, c'est bien. Je sais pas, moi, je kiffe. Un feedback qui est positif, je kiffe aussi, c'est bien, tu vois. Mais il faut les deux. Tant qu'il est constructif, c'est génial. Il faut comprendre le pourquoi du comment. C'est très important, parce qu'encore une fois, c'est le Lean Startup où tu testes, tu mesures et tu adaptes. Point. Tout à fait. Le plus vite possible. Le plus vite possible, évidemment. Et, ça sert à rien. Et du coup, sur cette idée d'apprentissage, sur l'étude de marché que vous avez continuée vis-à-vis de la concentration de vos produits, ça consistait en quoi exactement ? Comment ça ? Quand vous faisiez passer les tests pour prouver la concentration des produits Wonder, ça consistait en quoi les tests ? Comment vous analysiez ça ? C'était surtout pour notre mémoire. Okay. Alors on a l'analysé d'un point de vue scientifique où voilà, on était devant un iPad et il y avait des tests de réactivité et des tests d'attention. Et c'était grâce à un logiciel scientifique avec lequel on l'a fait. C'était bien fait, simplement, donc on a pu mesurer évidemment si ça marchait ou pas. Alors, donc deux tests groupe A sans Wonder, groupe B avec Wonder. Ouais, c'est ça, ouais, en fait il y avait des placebos effectivement, okay. Donc c'est vrai que je suis tellement dans... J'ai tellement été dedans que pour moi ça semble logique, j'oublie que les gens n'étaient pas dedans. Donc effectivement il y avait la moitié placebo et la moitié non placebo, donc Wonder, qui devait boire la boisson, il devait passer une fois sans la boisson et une deuxième fois avec la boisson. On les a bu préalablement. Et quelle était la substance que vous mettiez dans vos boissons qui faisait cet effet le guarana mélangé à la L-théanine. Okay. Donc qui permet d'actionner... comment dire ? Ça permet d'être énergique et concentré et d'annuler les effets négatifs de tout ce qui est speed as fuck, quoi. Okay. Donc voilà. Ok. Et sur la fin de ce projet Wonder, si tu peux y venir là-dessus, qu'est-ce qui a fait... Alors moi je m'y retrouvais plus en termes par rapport à mon temps, par rapport à mes envies, à ma façon de voir aussi l'entrepreneuriat. Je pense que voilà, on n'a plus la même vision avec l'équipe, donc ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais faut savoir le réaliser. Et donc moi en tout cas j'ai décidé de quitter le projet. En bon terme, hein. Faut pas croire que c'est toujours un gros clash. Rupture avec Wonder ou rupture avec l'entrepreneuriat ? Non, Wonder. Okay. Wonder, ça, à mes yeux, c'est inné chez moi. Enfin, c'est quelque chose, tu l'as pas en fait. Tu vois, donc tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dans ce sens-là. Et donc, ou bien tu as les caractéristiques qui font que tu peux devenir entrepreneur, ou bien tu les as pas. Mais
Mais je pense qu'il faut déjà quand même tester avant de s'en rendre compte. Parce Oui, qu'on oui. a Ah oui, très oui. facile de se dire, oh, c'est pas pour moi. Ah oui, je non, me c'est sens clair, pas, c'est quoi. clair. Mais une fois que tu as testé et que tu commences à te piquer, que c'est fou. Tu deviens drogué, Ouais, quoi. ouais. Mais C'est avant de incroyable. se rendre compte que l'entrepreneuriat n'est pas pour soi, je pense qu'il faut déjà bien se mettre dedans et Ah pas oui, avoir oui. d'a priori vis-à-vis de ça. Non, je pense qu'il faut le tester pour déjà, être sûr que c'est pas pour soi. Ouais. Mais aussi, une fois, tu le remarques très vite que quand c'est pour toi, à partir du moment où tu penses H24 dans ta tête, enfin, je sais pas, genre tous les jours je me dis mais pourquoi je fais ça, et puis tous les jours, et à chaque fois que je me pose cette question je suis en mode Ah, c'est bon. mais évidemment que tu fais ça mon gars, c'est trop bien, c'est génial, parce que enfin c'est quelque chose qui fait que ça te challenge tout le temps et qui te développe énormément, donc et puis tu rencontres tellement de gens qui t'apprennent des choses, qui te développent, et enfin c'est super intéressant en fait au final. C'est une expérience de vie, c'est une expérience d'apprentissage, c'est une expérience personnelle, c'est magnifique. Magnifique. Ok. Et après cette rupture, est-ce que tu peux détailler un petit peu comment tu retrouves l'entrepreneuriat dans ton travail actuellement et présenter un peu ce que tu fais au cercle? Alors, c'est là où d'une manière ou d'une autre, une chose mène à une autre, je tombe au cercle de Wallonie. Tu peux présenter un petit peu ce Oui, que c'est, évidemment, etc. parce que pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un cercle, c'est un club d'affaires privé. Donc en gros, on met plein de chefs d'affaires dedans, chefs d'entreprise à l'intérieur, et ils font du business entre eux. Et, Ça fait très rat comme ça. Ouais, mais ça- On les met tous dans une boîte. ouais, mais et c'est ça, mais enfin, en fait, c'est comme si c'était un club de foot, tu payes une cotisation pour y être, tu joues avec tes copains, tu bois, tu vas à la buvette pour faire la troisième mi-temps et tu pars, il n'y a que les gens qui ont payé la cotisation qui peuvent jouer. Mais là, c'est la même chose. Ok. Sauf que ce sont des Chefs patrons de d'entreprise. PME et Ouais. des grosses entreprises, tu vois. Et donc, ils payent une cotisation, ils sont dans le cercle où ils font des contacts, ils font grandir leur carnet d'adresses. Et la mission, en fait, si tu veux, d'un cercle, au final, de manière générale, c'est faire créer des connexions, surtout ici au Cercle de Wallonie, où on va privilégier la qualité de la personne, donc c'est un CEO ou un C-level, tu vois. Donc nous, on met un point d'importance à ce niveau-là. Et donc, oui, une chose mène à une autre, je me retrouve là-bas parce que je connais quelqu'un, Jonas, en fait, de mes études, et de l'entrepreneuriat aussi. Ok. Qui a eu confiance en toi, du coup. Ouais, parce qu'on a déjà été amenés à travailler ensemble, et D'accord. il savait comment je travaillais, il connaissait ma personne et ma personnalité. Et un poste de commercial s'est ouvert, et il savait que je cherchais un job, et il m'a appelé, il m'a dit t'es chaud Oui. T'es chaud Oui, Oui. évidemment, bien sûr. Et donc, je me retrouve nez à nez avec ce job, et en fait, je me développe énormément, parce qu'en fait, il faut savoir que on est 6 dans l'équipe au total, donc je veux dire 5 employés et le directeur qui est Hamid Faljaoui, donc c'est le directeur du Trends Tendance, le chroniqueur qui passe tous les jours de la semaine sur Classique 21 à 8h30, donc écoutez-le avec sa chronique économique. C'est une personne extraordinaire et qui a beaucoup d'influence en Belgique, qui a beaucoup de contacts, qui nous apprend énormément, donc il prend aussi un peu ce rôle de mentor avec nous, je dois dire. Et je me retrouve en fait dans cet univers où je suis le responsable adhésion et commercial. Je m'occupe de tous les membres, donc de ces chefs d'entreprise, et faire en sorte que leur expérience membre se passe du mieux possible durant l'année de leur adhésion, pour faire en sorte qu'ils renouvellent en fait leur adhésion, et aussi que je m'occupe de l'onboarding des nouveaux membres et de leur intégration, et faire en sorte que tout se passe bien, mais aussi faire en sorte que tout cet univers, tout ce vivier puisse connecter ensemble. Et finalement, toujours un aspect start-up. Vous êtes 6, il faut trouver de nouveaux clients, de la visibilité, C'est ça, faire en sorte que ça se passe bien. Il y a de l'opérationnel, du stratégique. Exactement, alors c'est là où j'allais en venir. Je crée mes stratégies commerciales, évidemment avec l'aval de Hamid, et je les mets en pratique tout seul. Donc je suis entre guillemets responsable de ma propre unité. Bon, même si je suis seul, mais je suis quand même, sans moi, je veux dire, l'unité commerciale ne tourne pas, parce que les autres personnes doivent faire leur taf, donc déjà ça, donc c'est de l'intrapreneuriat au final. Je mets mes propres règles, je mets mes propres processus, je mets mes propres conditions. Et donc parfois c'est marrant, parce qu'il y a des membres qui viennent, oui, mais avant
l'autre responsable me permettait de faire ça. Mais avec moi, c'est pas comme ça, tu vois, parce que c'est les règles, parce que je veux intégrer ça. Et en fait, petit à petit, ça me permet, de faire en sorte pas de les cadenasser, mais en fait d'instaurer des règles, mais aussi de connaître ces gens et de les chouchouter par la suite parce que je connais leurs besoins, tu vois. Et donc, c'est tout un travail à plein temps, évidemment. Dommage qu'on n'en a pas deux et qu'on n'a pas plus de 24 heures dans une journée. Mais clairement, c'est de l'entrepreneuriat dans le sens où je vais vers les gens, j'agrandis mon carnet d'adresses, je comprends évidemment leurs besoins. Tu essaies de proposer une solution à ça. Évidemment, toujours. J'écoute aussi ce qu'ils font. Donc, il y a tellement d'entreprises en Wallonie que tu es en contact avec plein de secteurs d'activité différents. Donc, tu comprends les différents challenges en fait, des différents secteurs d'activité. Donc, tu rencontres énormément d'entrepreneurs qui résolvent certains problèmes. Donc, tu te dis, mais je pensais pas qu'il y avait une solution par rapport à ça. Ça t'enrichit aussi d'une certaine manière. Oui, exactement. J'apprends beaucoup en fait. Donc, ça me permet d'avoir une vraie ouverture d'esprit, comme tu l'as dit. De voir un peu plus comment une entreprise fonctionne, parce que les gens ils vont te dire mais putain, sincèrement, toutes les entreprises pour le moment, ils ont un vrai problème de recrutement. C'est fou de se dire ça. Trouver trouver la bonne personne et garder cette personne, tu vois. Et c'est fou de se dire ça, que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, aient un problème à recruter quelqu'un, tu vois. Et tu as aussi le problème de la visibilité. Toutes les entreprises ont un problème de visibilité, en tout cas la plupart. La grande majorité, il n'y a que les grandes entreprises où certains fonds d'investissement qui veulent rester un peu discrets. Ils n'ont pas forcément besoin de visibilité, tu vois. Donc, voilà, donc il y en a beaucoup qui nous demandent de les aider dans une certaine visibilité, et on essaye de répondre effectivement à ce besoin. Et donc c'est avec ces feedbacks-là, avec ces demandes-là que nous, en interne, on arrive, les gars, en fait, encore une fois, tu as une personne qui me demande de la visibilité. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tac. Et puis, paf, on les propose. Et là, ils sont contents. Tu t'intègres de manière un peu temporaire dans l'entreprise de la personne. Donc, c'est un petit peu de l'entrepreneuriat à travers l'entreprise dans laquelle tu travailles. C'est de l'entrepreneuriat au Cercle de Wallonie, tu vois. Donc, c'est clairement ça, parce que je développe, en fait, des projets qui n'existaient pas auparavant, et au final je me confronte à des problèmes et je dois réagir très rapidement, donc comme dans un projet entrepreneurial, même si je pars pas de zéro, enfin parfois oui, mais tu vois les différents problèmes, tu dis ok, ça je pense que je dois faire quelque chose dessus, reprends le problème de zéro, revois la source, puis essaie d'améliorer les choses, comprends le problème, analyse-le et trouve des solutions. Et donc c'est là aussi où je peux dire que c'est aussi une partie de l'intrapreneuriat, même si effectivement je suis dans une entreprise, tout ce que tu veux, quoi. Est-ce que plus tard tu te vois dans une structure plus grande, une grosse entreprise ? Si c'est la mienne, oui. Ok. Donc non, à terme, alors j'ai pas fixé mon projet de vie à fond. Je veux dire que si dans un mois on propose un job alléchant, disons, dans un mois je suis toujours au cercle. C'est sûr. Non, je bougerai pas. Je pense que au cercle je resterai quelques années, ça c'est clair. Combien je sais pas. Mais en dehors du cercle, est-ce que tu te vois toi, Joseph, dans une déjà de base ? Non. Ouais. Non, ça m'intéressait pas. Okay. T'aimes bien ce petit côté petite structure à faire développer ? Oui, après je suis aussi une personne qui est assez indépendante, on va dire, dans le sens où j'aime qu'on m'écoute. Parce que mes idées, je dis pas qu'on doit faire ce que je dis, au contraire, mais j'ai envie d'avoir mon mot à dire, et parce que si on m'engage, c'est que ma personne les intéresse, et que ma personnalité les intéresse, et aussi mes idées, donc pourquoi tu m'écoutes pas, quoi. Donc, t'as pas envie de rendre des dossiers de consultance qui vont peut-être pas être appliqués à la fin. J'ai pas envie de... Non, pas forcément, en tout cas qu'on en prenne considération au moins, tu vois. À la limite, je dis pas que je fais toujours du bon travail, bien au contraire, tu vois, mais genre, imaginons, je rends un dossier de consultance, on me dit, ça c'était de la merde, ça c'était de la merde, ça c'était de la merde, mais qu'on m'explique pourquoi, tu vois. Ça, oui, tu vois, mais donc, on a pris en considération mon dossier. Mais si on me dit, qu'on le prenne et qu'on le mette de côté, non, tu vois. Ça, non, tu vois. Ce qui n'arrive pas, en fait, au Cercle de Wallonie, du coup, puisque, voilà, t'as ton impact, t'as ton autonomie, tes responsabilités, donc. Et j'ai le contact direct avec, du coup, le directeur qui me donne directement son avis et son accord quand c'est nécessaire. Après, effectivement, moi, j'ai une vraie réticence par rapport aux grosses boîtes
où j'ai jamais voulu aller travailler là-bas. Par peur de... Non, j'ai pas envie d'être un numéro. Ça m'intéresse pas. Ok. Je trouve que c'est beaucoup trop... on a beau dire quoi, ils ont beau dire qu'ils essaient d'être humains, qu'ils recherchent des entrepreneurs, quoi que ce soit, mais moi je trouve ça un peu bullshit leur discours, très enjoliveur. Et... Ok. Non. Tu peux faire de l'intrapreneuriat dans les entreprises, sachez-le. C'est bien, c'est intéressant, forcément. Mais par contre, aller travailler dans une grosse structure, non, ça m'intéresse pas. Ok, ça va. Enfin voilà, c'est tout. Ça fait déjà une petite heure, je vais clôturer avec 2 questions, Vas-y, dont une ouais. qui est la marque du podcast. Je vais commencer d'abord avec l'autre. Question très très bateau, qu'on entend un peu partout, mais voilà, ta réponse peut être intéressante. Quelqu'un a envie de se lancer, ton conseil? Bah vas-y, enfin, je veux dire, c'est con, hein, mais en fait, la différence entre La quelqu'un... réponse la plus classique. C'est idiot, hein, mais une personne la différence entre une personne qui entreprend et qui entreprend pas, bah, c'est parce que la L'action, personne, c'est l'action, c'est tout, t'as agi. Donc, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'hésiter, bah, vas-y. Mais comme tu bon. disais, il y a ce jugement aussi de rater, quoi. Tu t'en fous, vas-y. Quelqu'un t'a jugé parce que t'es tombé quand t'étais gosse et que tu savais pas marcher. Non, on t'a dit, mais non, relève-toi, go, allez, on y retourne. Allez, nombreuses fois, les gens ont raté dans leur vie, ils sont pas morts, tu vois. Je veux dire, allez, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est juste rater, et encore, c'est pas pire parce que tu apprends, enfin, je veux dire, reprends les erreurs, analyse-les, tu fais d'une startup, agis, tu t'es trompé, nickel, j'analyse, et tu t'adaptes, et tu recommences. Parce qu'au final, échouer, c'est plus un apprentissage, c'est pas un échec. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est qu'une vie soit touchée. Et mais est-ce que vraiment tu vas tuer quelqu'un? Non. Tu vois, sauf si t'avais fait n'importe quoi avec. Putain, sauf si tu sautes d'une grue, peut-être. Enfin, tu vois, je veux dire, non, si c'est ton projet de sauter d'une grue et de retomber sur tes pattes après, enfin non, on le fait pas, tu vois. N'agis pas, tu vois. Mais. Sinon, t'auras plus l'occasion d'apprendre. Oui, c'est ça, c'est con, tu vois. Mais ah oui, allez-y, vraiment, n'ayez pas peur. C'est. Le meilleur moment pour entreprendre, pour faire de l'entrepreneuriat, c'est pendant les études, parce que vous avez la sécurité financière, en tout cas pour certains, ceux qui ont de la chance, des parents. En tout cas, il y a un toit qui est là, et il y a une certaine sécurité, un cadre qui permet de se tromper avant de rentrer dans la vie professionnelle, quoi. Okay. Et ça, peu de gens le réalisent. Et puis, imagine, allez, statistiquement, une start-up met 2-3 ans avant d'être rentable. Ouais. Donc allez-y pendant vos études. Vous êtes sous la charge de vos parents ou sous la charge de je sais pas qui ou que sais-je, je connais pas vos vies. Et voilà. Mais je veux dire, il y a un cadre qui fait que vous n'allez pas vous retrouver à la rue si vous vous trompez. Okay. Bon, voilà. Je me rends compte aussi, à force de discuter avec des personnes, qu'il y a beaucoup aussi cette idée de j'aimerais bien me lancer mais j'ai pas d'idée. Tu pourrais un peu donner ton avis là-dessus? T'as pas d'idée, d'accord, regarde où sont les problèmes. Ok. Tu vois. Regarde dans ton entourage, marche en rue, tu sais, franchement, c'est con, hein, tu peux demander des stages d'observation dans des entreprises. Ils vont, parce que de toute façon, tu observes, donc ils vont te prendre. Donc observer, ça serait là. Va observer en fait l'univers qui t'entoure, l'univers qui t'intéresse. Va voir ce qui se passe et tu regardes les problèmes qui sortent de ça, qui émergent. Et de là, pense à des solutions et voilà. Et là, comme ça, quelqu'un qui nous écoute, il a son idée. Quelle est l'action qu'il peut faire maintenant pour mettre son premier pas dans son projet? Pour toi, là, tu as juste l'idée, là, comme ça, qui est dans ta tête. Comment faire le tout premier pas? C'est quoi la première action qu'on peut faire? Je t'en pose une bonne. C'est très large. Hein, ça dépend du secteur, évidemment. Oui, c'est ça. Comme ça, mais quel est le premier truc qui peut vraiment t'embarquer dans un projet? Un peu te commit dans ton projet parce que ça y est, tu t'es lancé. Un truc qu'on peut faire aujourd'hui. J'ai une idée qui vient de me popper dans la tête, elle est folle. Franchement, tu vas en rue avec ton projet, tu mets, je sais pas, tu prends une pancarte ou quoi, et tu essaies de le vendre à un inconnu. Okay. Tu vois. Mais ça veut dire qu'il faut un produit déjà.
Pas Du forcément, tu vends une idée. Ok. Tu vois. Et c'est à la fin, si la personne te dit, ah, je suis chaud de l'acheter, bah, tu fais, bah, en fait, je veux juste tester mon marché. Ok. Bah, prenez je veux bien prendre votre contact et quand, Ouais. une fois que le prototype est là, bah, ça me ferait plaisir que vous puissiez le tester. Et ça parce que permet de prendre confiance pour persévérer dans son idée initiale. Oui. Et si ça va pas, de pivoter vers une autre idée, mais Et d'avoir l'information encore une fois le clairement, plus rapidement possible. clairement, et élaborer en fait aussi un pitch, parce que le pitch, c'est important. En fait, faut aussi savoir que tous les CEO que vous voyez dans les PME, dans les grosses entreprises, ont été, pour la plupart, en tout cas les plus successful, ont été des commerciaux avant. Mhm. Donc c'est des gens qui se sont pris pas mal de portes dans la gueule, parce qu'ils vendaient mal, ou bien parce que leur idée c'était de la merde, et donc qui ont une certaine résilience dans leur morale, dans leur mental, aussi une certaine aisance à parler et à discuter et à aussi trouver des solutions, à s'adapter très rapidement. Donc je pense que c'est un chouette exercice d'aller directement vendre en rue ou bien auprès des personnes qu'on ne connaît pas forcément pour avoir le brut, la version brute en fait des réactions. Et premier pas, une première effectivement... un avant-goût en fait du marché, tout simplement. C'est moi avec du recul, je pense que c'est ce que je ferais. Faire un peu une espèce de mini étude de marché. Et n'hésitez pas à utiliser l'excuse du je suis étudiant, on fait un travail de groupe. Ça passe toujours très très bien quand on veut faire une étude de marché. Donc voilà. Et aussi un autre conseil, si je peux terminer par ça. J'ai beaucoup parlé de réseau tout à l'heure, j'ai pas assez développé. J'aimerais vous dire que faites pas du business si vous n'avez pas de réseau, ça sert à rien. Le réseau, c'est peut-être la chose la plus importante lorsque vous vous lancez. Et si tu n'en as pas au jour d'aujourd'hui, tu peux le construire. Oui, tu peux le construire, évidemment. Oui, c'est c'est pas inatteignable, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas impossible. Mais construisez votre réseau. Et je veux dire, une personne qui est demandeur et qui veut construire son réseau, c'est niqué, direct. Parce que c'est comme un mendiant qui va te demander de l'argent dans la rue. Je veux dire, moi, si je demande de l'argent dans la rue à quelqu'un, bah, je suis bien habillé, je look good. On va plus facilement me donner de l'argent parce que j'ai pas l'air entre guillemets d'un SDF, tandis qu'un SDF qui va demander parce qu'il a besoin, parce que moi j'étais pas demandeur, mais un SDF il est demandeur malheureusement, ben, c'est plus compliqué pour lui évidemment, tu vois. Donc une personne qui a besoin d'un travail, plus difficile pour lui d'obtenir un travail puisqu'il est demandeur, tandis que si tu vas chercher un travail alors que tu as déjà un travail, ben là, t'es demandé, t'es désiré, tu vois. Suis-moi, je te fouille, fuis-moi, je te suis. Oui, oui. Et donc, c'est très important d'élaborer ton réseau tant que tu n'es pas demandeur et tant qu'il n'y a aucune arrière-pensée, en fait, derrière tes relations et derrière la construction de ton carnet d'adresses. Mais c'est ultra important de le faire, vraiment. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, ta capacité... Quand on parle à une personne, on parle aussi à tout son réseau derrière qu'elle peut nous transmettre. Parce qu'en fait, c'est simple, hein. Tu as un problème A que tu n'arrives pas à résoudre. Tu m'en parles, bah, écoute, Sacha, moi je connais quelqu'un qui peut résoudre ton problème A. Donc, et à ce moment, entre guillemets, je deviens une personne importante parce que je suis la personne qui a réussi à te trouver quelqu'un pour résoudre ton problème à toi. Donc, soyez cette personne importante qui connaît des gens qui peuvent résoudre des problèmes pour vous. Et parce qu'au final, vous ne résolvez rien, vous ne connaissez rien, mais vous connaissez les gens. C'est tout. À partir du moment où tu connais les gens, c'est nickel. Ta capacité à résoudre un problème rapidement fait ta force. Elle devient géniale. C'est fou, mais c'est fou, faut s'en rendre compte, quoi, tu vois. Et donc voilà, mais ah oui, une petite stat comme ça, vous vous rendez compte, 75% des jobs à pourvoir en 2021 ou 2020, je sais pas, j'ai plus la date exacte, ont été, je veux dire, attribués à des personnes dans le réseau, tout simplement, parce que quelqu'un connaissait quelqu'un, tu vois. Et cette étude, vous pouvez la trouver, c'est le Trends Tendance qui l'a réalisé. De dos, là. Petit clin d'œil au directeur. C'est le directeur qui l'a lâché. Mais ça prouve à quel point un réseau est important. Et j'ai intégré le cercle de Wallonie grâce à mon réseau, tu vois. Donc c'est comme ça. Tout fonctionne parce qu'en fait, on est pote de quelqu'un, tu vois. Soyez pote avec tout le monde. Mais ne parlez pas trop parce que les gens fonctionnent par intérêt. Enfin, sinon, on l'a jamais fini. Je suis pas. Je vais en finir avec la dernière question du podcast. Ce podcast s'appelle La Fougue. La fougue. Et est-ce que tu sais qu'est-ce qu'est une personne fougueuse ? Est-ce que ça te dit quelque chose ? Est-ce que c'est dans ton vocabulaire, monsieur Joseph ? Ce n'est pas dans mon vocabulaire.
Voilà, Dis-moi. quelqu'un de fougueux, c'est quelqu'un d'aventureux, quelqu'un qui a envie d'explorer des choses, c'est quelqu'un qui a de l'ardeur de la jeunesse. Et je pense qu'on peut vraiment apparenter ça à l'entrepreneuriat, d'aller chercher tout ce qui peut se passer. Tout à fait. Merci beaucoup Joseph pour Tout à ta fait. présence aujourd'hui. Un grand merci. Un grand merci à toi. Merci pour l'invitation, merci à la Fougue de mettre en évidence la beauté de l'entrepreneuriat et que ce soit en bien ou en mal, mais allez, lancez-vous les gars, lancez-vous. Faut y aller. On y va maintenant. Après le podcast, c'est parti, go. Allez, ciao. Partez dans la rue. Ciao. C'est bien? Moi, je pense que c'est cool. Cool. When the morning